Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Marianne Barba-Layani, présidente de l'AMF, Autorité des marchés financiers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. C'est bien normal. Vous succédez à Robert Ophèle, qu'on a souvent vu ici. On espère vous avoir aussi souvent que lui. Vous êtes là pour un mandat de 5 ans. Oui, c'est exact. Dans vos priorités d'action, plein de sujets qu'on va voir ensemble, mais dans vos priorités d'action pour 2023, il y a, je vous ai lu, je vous ai écouté, la protection des épargnants. Il faut renforcer cette protection. Mais beaucoup a déjà été fait. Oui, mais si vous voulez, fondamentalement, les épargnants, ils sont dans une situation un peu asymétrique par rapport au monde financier. Donc, un de nos objectifs, c'est de s'assurer qu'ils ont la bonne information, qu'ils ont les bons conseils, qu'ils ne sont pas trompés. Et donc, c'est devenu progressivement, c'est une des missions historiques de l'AMF, mais c'est probablement devenu celle qui a pris le plus de poids et qui fédère un peu l'ensemble de nos actions, même si on a aussi d'autres objectifs, bien entendu. Sûr. Et donc, c'est toujours voilà, leitmotiv numéro 1, toujours protéger les épargnants. Il y a toujours des choses à faire parce que on pourra en parler, il y a les cryptos, évidemment, il n'y a pas que les cryptos, mais Bitcoin crypto, on sait que ça intéresse pas mal d'épargnants, d'ailleurs souvent jeunes. Et je reviens à cette affaire, ça date de la fin de l'année dernière, mais est-ce qu'on sait au final combien de personnes ont perdu de l'argent suite à la faillite de FTX aux États-Unis? On sait un petit peu en France qui a été lésé ou c'est encore le fond? Alors, très peu, parce que en fait, FTX ne faisait pas partie des acteurs crypto qui étaient enregistrés en France. Donc nous, fondamentalement, on ne les connaît pas, l'AMF. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a un liquidateur qui a été nommé et qu'il est très probable qu'on va trouver un certain nombre d'investisseurs français qui sont allés sur Internet et qui ont investi dans un acteur qui n'était pas enregistré en France. Donc encore une fois, on a très peu d'informations sur FTX. C'est une affaire d'ailleurs qui est grave, parce qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent. On ne sait pas encore exactement combien, et il n'y a pas que des Français, et probablement d'ailleurs pas majoritairement des Français. Donc l'argent perdu, il n'est pas peut-être définitivement, il y aura peut-être des moyens de récupérer. Il y a une liquidation qui est en cours, on va peut-être récupérer, le liquidateur va peut-être récupérer des actifs, il y aura peut-être un peu de dédommagement des investisseurs. Pour être honnête, on ne sait pas actuellement. Bon, le marché des cryptos, Marianne Barba-Layani, des cryptoactifs qui n'est pas régulé. Il faut expliquer un petit peu parce que pour le commun des mortels, il y a donc l'enregistrement et après aussi il y a l'agrément. C'est ça, il y a l'agrément et l'enregistrement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En fait, la France a fait un choix assez audacieux, assez historique, qui était de se dire bon, ce secteur des cryptos, il existe. Donc, il peut y avoir deux positions. On considère que c'est, pour simplifier, la jungle, on ne s'en occupe pas, les gens prennent tous les risques, etc. Ou bien on fait le pari de la régulation. Et c'est le pari qui a été fait en France avec la loi Pacte, qui a introduit effectivement un système de régulation à 2 étages. Pour intervenir sur le marché français, il est obligatoire d'être enregistré, mais c'est un régime très léger. C'est light. C'est très light. On donne quoi comme info? On donne des infos assez basiques. Alors, honorabilité, compétence des dirigeants et quand même, un sujet important, c'est avoir un dispositif qui tient la route sur la prévention du financement du terrorisme et du blanchiment. Bon. Mais effectivement, il n'y a pas d'aspect de protection des investisseurs. Néanmoins, c'est, je dirais, une première marche et une manière de faire en sorte que les acteurs crypto qui sont sur la place de Paris soient ceux qui se mettent dans une optique de régulation. Et puis après, il y a un deuxième étage qui est plus proche, qui est l'agrément, qui est plus proche de ce qu'on fait en finance classique, avec tout un tas de dispositions. Et c'est d'ailleurs cette solution d'agrément qui a été retenue au niveau européen, puisque entre-temps, depuis la loi Pacte, est intervenu un règlement européen qu'on appelle MiCA, bon, peu importe, et qui effectivement va rendre l'agrément obligatoire avec beaucoup plus de sécurité pour ceux qui placeront leur argent en crypto. Donc aujourd'hui, pour celui ou celle qui veut placer ou acheter des bitcoins, il n'y a pas d'agrément, aucune plateforme aujourd'hui de crypto n'a d'agrément. Elles sont juste éventuellement en France, enregistrées. Elles sont enregistrées, ce qui est à la fois un premier pas vers la régulation, et je crois qu'il ne faut pas le négliger, mais en même temps, il faut être clair, pour les investisseurs, il n'y a aucune protection des investisseurs. Voilà, ça mérite d'être Donc, clair, ils prennent beaucoup de risques et ça peut se matérialiser ou pas. Voilà. Bon. Autre sujet, Marianne Barba-Layani, vous avez infligé une amende de 93 millions d'euros au gestionnaire d'actifs H2O.
du jamais vu dans l'histoire de l'AMF. C'est quasiment le maximum d'ailleurs que vous puissiez prononcer. Pourquoi un tel montant, sachant que plusieurs milliers, encore une fois, d'épargnants ont été lésés dans cette affaire? Ben justement, en fait, il est clair que, alors moi je ne vais pas me prononcer sur une affaire qui va faire l'objet de tout un tas, enfin parler dans le détail d'une affaire qui va faire l'objet de tout un tas de contentieux sans aucun doute, mais néanmoins on voit bien que c'est une affaire qui est très exceptionnelle par la gravité des manquements qui ont été constatés. On les rappelle peut-être? Pardon, on peut les rappeler. Et puis, pardon, excusez-moi, oui. je termine juste par le nombre d'épargnants qui ont été lésés et les montants concernés. Donc, c'est pour ça que la sanction a été très importante. Et après, on peut espérer aussi qu'il y aura des dispositions d'indemnisation des épargnants qui pourront être mises en place par H2O. Ouais. Sur chaque point, on est en milliers d'épargnants, c'est ça? Pour les montants, je n'ai pas les chiffres en tête, je sais que c'est quelques milliers d'épargnants français qui ont été... Oui, il y avait des fonds français. Alors, H2O est une société qui est établie à Londres, qui est britannique, mais il y avait des fonds français. Et on a effectivement beaucoup d'épargnants français qui ont perdu de l'argent, dont les fonds sont bloqués. Et donc, voilà, on Parce espère que les fonds n'étaient pas liquides. Non. Ce qui est problématique quand on s'appelle H2O. C'est un bon jeu de mots. Oui. Fondamentalement, c'est le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'investissements qui n'étaient pas liquides et qui ne correspondaient pas à la nécessité d'assurer la liquidité du fonds. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Les épargnants, les investisseurs ont été bloqués. Voilà. Ouais, voilà. Donc elle n'a pas respecté, dans le fond, juste après on passe à autre chose, dans le fond, la société H2O n'a pas respecté les règles d'investissement dans sa gestion des fonds français, c'est ça? Exactement. En fait, exactement. Bon, en espérant que l'amende soit suffisamment dissuasive pour éviter que... Et d'ailleurs, juste, cette décision de l'AMF, est-ce qu'elle constitue un atout pour les demandes de réparation qui seront faites par les potentiels épargnants? Ça, c'est la justice qui en décidera. Okay. Nous, on s'est prononcé sur ce à quoi on avait vocation à se prononcer, c'est-à-dire les manquements qu'on a observés. C'est d'ailleurs la commission des sanctions de l'AMF qui a décidé in fine. L'AMF a instruit le dossier, a fait des propositions, et c'est la commission des sanctions qui est, comme vous le savez sans doute dans notre gouvernance, totalement indépendante, qui a décidé de la sanction. Bon, il y a la protection des épargnants dans l'émission, évidemment, de l'AMF. Ça en fait partie, c'est-à-dire que l'efficacité de l'action répressive, ça fait partie de la protection des épargnants. Évidemment. Ouais. Il y a aussi la pédagogie. Alors, on en fait beaucoup ici dans Ecorama, de la pédagogie, évidemment. Est-ce que vous avez le sentiment, au fil du temps, que les épargnants ont vraiment intégré cette idée que, je fais le lien avec le Bitcoin, mais il peut s'appliquer aussi aux actions, évidemment, que pour des gains élevés, il faut prendre... Enfin, à gains élevés, il faut prendre des risques qui le sont tout autant, pour le dire les choses simplement. Oui. Alors, et est-ce qu'il faut continuer, ou alors non, et on part de loin, il faut continuer à contribuer à cette éducation financière? Je pense qu'il y a besoin de continuer à faire beaucoup d'éducation financière. C'est d'ailleurs un des domaines dont les pouvoirs publics se sont saisis. La Banque de France a été mandatée pour exercer un rôle d'opérateur national en matière d'éducation financière et fédérer, mais aussi faire en sorte que prospèrent toutes les initiatives d'éducation financière. Et je pense qu'il faut que tout le monde y contribue. Après, il y a le cas particulier de l'épargnant, sur lequel nous, AMF, on est peut-être un peu plus en direct. Donc, on constate encore, malheureusement, qu'il y a beaucoup de gens qui, entre guillemets, se font avoir parce qu'il y a des techniques marketing, il y a des influenceurs, il y a un certain nombre de modalités nouvelles pour aller faire des propositions un peu mirobolantes aux épargnants. Mais personne n'est obligé de croire au Père Noël non plus, je veux dire. Non, non, bien sûr, mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a quand même une vraie asymétrie d'informations entre ceux qui proposent des offres et qui les packagent entre guillemets de manière attractive, dirons-nous, et l'épargnant avec parfois un peu de difficulté d'accès à l'information. Il ne faut pas non plus que les épargnants soient terrorisés à l'idée de prendre du risque parce que, comme vous le disiez, si on prend zéro risque, on a peu de rendement. Ah oui, ça c'est... Voilà. Et donc, c'est un principe de base. Bon, après, selon les moyens dont on dispose, évidemment, il ne faut pas mettre en risque la totalité de son épargne, mais on peut se dire, surtout si on épargne de manière, dans le temps, assez, avec un horizon d'épargne assez long, si on commence à épargner assez jeune, on peut prendre un petit peu plus de risques et puis préparer le moment où on voudra faire un investissement immobilier, financer les études des enfants,
probablement aussi avoir un complément d'épargne pour la retraite. On parle beaucoup de retraite en ce moment pour d'autres raisons. C'est clair que ça va amener les Français à se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils peuvent préparer leur retraite aussi avec leur épargne. Et ça nécessite en effet d'avoir une bonne appréhension des risques, des rendements et du temps sur lequel on va procéder à cette stratégie d'épargne en fait. Ouais. L'AMF qui fait aussi des campagnes d'éducation financière sur TikTok. Oui. Non mais c'est génial ça, sur TikTok. Ben oui, il faut aller chercher les gens là où ils sont. D'abord, on a beaucoup de jeunes épargnants et de jeunes investisseurs. C'est un des phénomènes, un des petits frémissements qu'on observe. Ouais. Il y a chez les jeunes une appétence pour la bourse notamment. On a plus de jeunes investisseurs. L'âge moyen de l'investisseur en bourse est passé pour la première fois en dessous de 50 ans et les moins de 25 ans investissent plus en bourse. C'est une bonne nouvelle ce rajeunissement dans une optique de long terme. C'est une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'effectivement dans une optique d'épargne de long terme, il y a une place importante pour l'investissement en bourse. Je ne dis pas que ça doit être la totalité. Il y a quelques adages de base. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, etc. Mais il faut commencer jeune et rappeler que le risque change de camp avec le temps. Ça, exactement. Bien, quand on a du temps devant soi, notamment sur les placements actions, c'est un truc que j'aime bien rappeler. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur TikTok? J'aurais dû regarder la vidéo, je n'ai pas vu la vidéo. Qu'est-ce qu'on voit sur TikTok? C'est vous qui me mettez en scène ? Non, c'est pas moi. Mais on a effectivement un objectif d'alerte sur les arnaques, c'est-à-dire d'inciter les gens effectivement à garder leur bon sens, parce que souvent tout ça, c'est des questions de bon sens. Mais effectivement, les médias nouveaux, les influenceurs, la rapidité à laquelle on est tous habitués parce qu'on passe notre temps à zapper, etc., font que parfois on n'a plus le temps de la réflexion. Et donc notre rôle, c'est de dire, attendez, posez le crayon, on vous propose un investissement mirobolant, etc. Posez-vous la question de savoir si des rendements extraordinaires, il n'y a pas un petit risque derrière, etc. Il n'y a pas un loup. Il n'y a pas un loup, voilà. Après, les gens peuvent prendre des risques. Moi, je ne dis pas... Enfin, il y a la liberté de chacun, etc. Il faut qu'ils les prennent à la mesure de leurs moyens et il faut qu'ils les prennent en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vraie transparence de l'information et que quand on vous propose un produit, on vous dise clairement s'il y a un risque ou pas. Et ensuite, vous prenez votre décision en connaissance de cause. Marianne Barba-Lagani, vous avez employé le mot influenceur. C'est intéressant, juste un petit mot là-dessus. Qu'est-ce que vous dites aux influenceurs qui font du placement de produits financiers? Vous leur dites quoi? Alors, d'abord, c'est un sujet dont, effectivement, là, les pouvoirs publics se sont saisis. Et il y a d'ailleurs plusieurs parlementaires qui travaillent sur le sujet. L'AMF apporte son expertise. Moi, je crois qu'il faut que les influenceurs soient responsables et transparents. Ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on fasse de la publicité, en fait, c'est la bonne vieille publicité, mais avec des modalités nouvelles, c'est les habits neufs de l'empereur, d'une certaine manière. Quand on fait de la publicité, on doit signaler qu'on est en train de faire de la publicité. Et si on est rémunéré, ça doit aussi être dit. Voilà. Et puis après, effectivement, il faut que derrière, le service financier ou l'offre qui vient derrière, elle soit transparente, que les risques soient soulignés, etc. Mais effectivement, il y a besoin, en effet, d'avoir une influence responsable et transparente. Bon, vous parlez des jeunes, effectivement, du rajeunissement des investisseurs en bourse. C'est intéressant parce qu'ils sont aussi venus en bourse parce qu'il y a eu des offres venant de courtiers qui proposent des transactions sans commission. Ça donne envie, évidemment, en apparence. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'il faut se méfier ou vous dites, là encore, c'est un sujet de transparence, il faut expliquer qu'il n'y a pas de service gratuit, sinon on croit une fois encore au Père Noël, et qu'il y a des rémunérations. Il faut expliquer, là encore une fois, être transparent sur le mode des rémunérations. On est typiquement dans le même domaine que celui des cryptos, etc. Il faut accompagner l'innovation. Et l'AMF, dans son ADN, a cet objectif d'être un régulateur qui est ouvert à l'innovation et à l'écoute de l'innovation. Donc je ne vais pas vous dire tout ça c'est nul, il faut arrêter, etc. En revanche, toujours la même chose, il faut de la transparence. Il faut s'assurer que c'est l'intérêt de l'investisseur et de l'épargnant qui vient en premier. Et donc, parce que lui, pardon, je vous coupe, mais on voit zéro commission, on se dit génial, j'y vais, zéro commission. Oui, c'est évidemment, comme chacun le sait, je pense que vous le savez mieux que personne, je joue le naïf, la gratuité, ça n'existe pas en ce bas monde. Donc, comme le disaient certains, d'ailleurs à une certaine époque, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors là, ce n'est pas le sujet. C'est qu'il peut y avoir des accords d'exclusivité entre
que le courtier ait telle ou telle plateforme boursière, par exemple, et c'est là qu'est la rémunération. Ce qui veut dire que... Est-ce que ça lèse l'épargnant? Parce qu'ils s'en foutent, l'épargnant, le boursicoteur, et je dis, bon, ben moi, après, tant pis, moi, pour moi, c'est gratuit. Sauf après, que peut-être qu'il ne paye pas de commission, mais qu'il achète ses titres beaucoup plus cher. C'est pour ça qu'effectivement, il faut qu'il y ait de la transparence, voire que lorsque ces situations sont par définition déséquilibrées, on puisse aller, le cas échéant, jusqu'à l'interdiction. Maintenant, attention, parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y a dans cette manière de s'adresser à des investisseurs plus jeunes avec des techniques, des façons de leur présenter les choses qui sont peut-être un petit peu plus adaptées à ce à quoi ils s'attendent. Il y a aussi de l'innovation qui mérite d'être, je dirais, soutenue. Vous pensez à quoi simplement, quand on arrive à mobiliser des jeunes pour les faire investir en bourse, il faut le faire de manière responsable, de manière transparente, il faut le faire sans arnaque sur les prix, mais c'est aussi quelque chose qui est intéressant d'une manière générale. On l'a dit tout à l'heure, pour les jeunes, c'est sans doute le bon moment pour commencer à investir quand on en a les moyens, bien sûr. Attention, il ne faut pas tenir des discours irréalistes, mais quand on a un petit peu de moyens, on peut prendre plus de risques quand on est jeune parce qu'on a plus de temps pour répartir ces risques sur la durée de sa vie d'épargnant, en fait. Un petit mot de l'inflation. On va en parler juste après avec un économiste sur l'inflation, mais on est dans une phase où il y a plus d'inflation, où elle va aller, quand ça va durer, on ne sait pas, mais en tout cas, on est comme dans une phase où il y a plus d'inflation. Qui dit plus d'inflation dit des taux d'intérêt plus élevés, donc dit des produits de taux d'intérêt monétaire obligataire qui sont plus rémunérateurs. Ça redonne du lustre à tous ces produits qu'on connaît déjà, le monétaire et l'obligataire. Quel message l'AMF a ou n'a pas apporté sur cette nouvelle donne aujourd'hui avec plus d'inflation, plus taux d'intérêt plus élevé, donc plus rémunérateur? Alors, l'inflation n'est pas en soi une bonne chose. En revanche, qu'on ait des taux d'intérêt qui correspondent plus à la réalité du prix de l'argent... Qui ne collent pas à l'inflation. Les taux d'intérêt aujourd'hui sont plus faibles, évidemment, que l'inflation. Évidemment, et heureusement d'ailleurs, parce que l'inflation est assez élevée actuellement. Donc, qu'il y ait un vrai prix de l'argent et qu'on se retrouve à nouveau dans une situation dans laquelle il y a un prix de l'argent, ça... à condition que ça soit raisonnable et que les évolutions ne soient pas non plus trop brutales, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et effectivement, ça peut redonner de l'attractivité à des produits qui sont relativement simples, qui ne sont pas forcément très coûteux en frais pour les épargnants. Et donc, c'est je dirais, l'évolution des taux d'intérêt, à condition, encore une fois, qu'elle ne se traduise pas par des chocs. Mais ça, c'est tout le rôle des banquiers centraux qui le font de manière très ordonnée, en fait. Eh bien, c'est plutôt une bonne chose et ça va aussi conduire les épargnants à se reposer la question de où est-ce qu'ils vont aller chercher du rendement, etc. Bon, il nous reste quelques instants juste j'aurais dû en parler avant, mais il y a la finance durable. C'est une des priorités, je crois, une de vos priorités aussi. C'est une des très grandes priorités de l'AMF. Très grande priorité de l'AMF. Oui. C'est intéressant parce que, pourquoi je vous en parle? Parce que la collecte, elle est là, elle est toujours au rendez-vous. Maintenant, ça fait plusieurs années. Les performances l'ont été en 2020 en 2021, moins en 2022. La question, évidemment, c'est comment on s'y retrouve. Il y a plusieurs questions. Il y a la question du greenwashing, comment le particulier s'y retrouve entre les labels ISR, l'article 8, l'article 9. Pour le commun des mortels, honnêtement, même moi, je m'y perds. Alors, c'est un domaine, je dirais, qui est très frustrant. Parce qu'on sait qu'il y a énormément d'attentes. Et le régulateur, lui, il veut lutter contre le greenwashing. Simplement, on a besoin d'avoir des références et des bases claires. Pour l'instant, vous l'avez bien dit, ça n'est pas totalement le cas. Donc nous, effectivement, nous souhaitons que, au niveau européen, parce que c'est vraiment le bon niveau pour réguler ces sujets-là, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par les institutions européennes, il faut qu'on continue à progresser, et notamment sur les fonds d'investissement, qu'on sache mieux ce que signifie, pour le grand commun des mortels, article 9 et article 8, ça ne veut rien dire du tout. Mais en fait, ça doit être des... Le particulier, pardon, je coupe, lui, il veut juste... Il veut que ça ait un impact positif. Son épargne ait un impact positif. Voilà. Sur le climat, sur... Et effectivement, derrière, il y a des réglementations très compliquées, etc. On est, pour répondre simplement, on est au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des bases... clair sur certains domaines, par exemple ce qu'on appelle la taxonomie qui qualifie les activités économiques selon leur impact sur l'environnement, etc. Donc derrière, on voit bien que si on investit dans les activités qui ont un impact positif,
on satisfait son objectif d'investir vert, entre guillemets, mais néanmoins, pour l'instant, c'est assez embryonnaire et on a besoin d'avancer le plus vite possible dans, je dirais, une clarification de ce qui est vert et de ce qui n'est pas, de ce qui est de l'investissement durable et de ce qui n'est pas. C'est un gros chantier, ça. C'est un gros chantier. Passionnant, mais nécessaire. Tout à fait. Bon, merci de passer nous voir. Marianne Barbalayani, la présidente de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, invitée à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.